Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la deuxième partie du cours intitulé Équation de Lagrange. Nous allons développer en particulier les deux points suivants, équation de Lagrange à partir du principe de moindre action, et puis nous allons développer quelques expressions des équations de Lagrange en fonction de contraintes holonomes ou non holonomes du système matériel considéré. D'abord, dans un premier temps, la relation historique entre les équations de Lagrange et le principe de la moindre action. Au fait, en 1788, Joseph Louis Lagrange proposa une formulation mathématique du principe de moindre action qui a été introduit initialement par Pierre de Fermat quand il s'intéressait au problème du chemin pris par la lumière dans différents environnements. Ce principe a été repris plus tard en 1744 par Maupertuis qui s'intéressait au chemin suivi par des corps massifs en mouvement. Donc, Joseph Lagrange a proposé une formulation plus générale dans le contexte de systèmes matériels qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation des équations d'Euler-Lagrange. On va voir maintenant le développement proposé par Lagrange pour établir ces équations. Soit un système matériel dont la configuration est décrite par ses coordonnées généralisées Q1, Q2 jusqu'à Qn. Donc le système possède n degrés de liberté caractérisés par n paramètres indépendants, donc n coordonnées généralisées regroupées dans le vecteur Q noté en gras ici. Considérons le mouvement défini entre les temps extrêmes, le temps initial T1, TI et le temps final TF. Ce mouvement il est défini par la trajectoire multidimensionnelle Q de T. Donc on va définir un ensemble de n fonctions, donc Q1 de T, Q2 de T jusqu'à Qn de T, qui vont caractériser le mouvement du système matériel considéré. Alors la trajectoire Q de T relie la configuration initiale QTI à la configuration finale QTF qu'on connaît avec certitude. Donc il n'y a pas de variation potentielle de ces configurations limites. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit c'est quoi le Lagrangien. Donc le Lagrangien est une fonction mathématique définie comme étant la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Elle s'écrira comme étant donc L QQ.T est égal EC moins EP. Avec EC, c'est l'énergie cinétique du système matériel considéré et EP, son énergie potentielle. L'énergie cinétique dépend aussi bien du vecteur de coordonnées généralisées et de ses dérivés par rapport au temps, ainsi que du temps. Par ailleurs, l'énergie potentielle ne dépend que du vecteur de coordonnées généralisées Q. On introduit maintenant la notion d'action. L'action correspondante à une trajectoire Q de T est l'intégrale, donc c'est une sommation sur toute la trajectoire, de la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle durant l'exécution de la trajectoire Q de T, reliant les deux configurations limites QTI et QTF. Donc elle est définie par l'expression S qui est égale à l'intégrale de TITF LQQ.dt. Il apparaît que l'action est une fonctionnelle, donc c'est une fonction de fonction.
dont le domaine est lui-même un ensemble de fonctions. Généralement, pour distinguer les fonctionnels des fonctions courantes, on utilise des crochets pour encadrer leurs arguments. La trajectoire Q de t, effectivement suivie par le système matériel entre les instants TI et TF, donc TI, on se trouve dans cette configuration initiale, et TF, on se trouve dans cette configuration finale. Donc la trajectoire réellement exécutée par le système matériel constitue un extrémum de la fonctionnelle S, donc de l'action, car elle lui fait atteindre une valeur extrémale. Donc ça peut être une valeur minimale, comme ça peut être une valeur maximale. Donc en faisant une petite variation, donc un delta de cette quantité S, donc on doit avoir une stationnarité, donc on doit avoir delta S qui est égal à 0. D'accord? Donc on doit avoir l'action extrémale. Donc comme indiqué sur ce graphique, donc le chemin ou la trajectoire reliant ces deux points ou ces deux configurations extrêmes, assurant la nullité de la variation de l'action, il doit être nul pour qu'elle soit réellement exécutée par le système. Donc, autre itinéraire, autre trajectoire, comme celle que j'ai schématisée ici, l'itinéraire 2 ou 3, elles seront, donc ces variations, elles seront non nulles. Donc, elles ne seront pas physiquement réalisables par le système. On va essayer maintenant de démontrer les équations de Lagrange à partir du principe de la moindre action. À cette fin, supposons que le mouvement Q de t, noté ici en rouge, reliant la configuration QTI à la configuration finale Q de TF finale, minimise l'action grand S. Cette action, elle est supposée différenciable. Donc cette hypothèse de minimisation de l'action signifie qu'un mouvement qui diffère de Q de t par exemple une fonction infinitésimale delta Q qui va générer une autre trajectoire, notée ici en noir, mais reliant les mêmes configurations aux limites Q de TI et Q de TF, d'accord, aurait une valeur égale à l'action au premier ordre en delta Q. Cela veut dire qu'on doit avoir la stationnarité de l'action de la fonctionnelle S. Donc, on va écrire delta S est égal à S de Q plus delta Q, donc l'action évaluée pour la trajectoire perturbée, moins S de Q, donc la trajectoire, l'action évaluée pour la trajectoire initiale Q de t, on doit avoir cette quantité égale à 0. Donc c'est une perturbation de la fonctionnelle S autour de la trajectoire Q de t. Il y a lieu d'appliquer un développement de Taylor du premier ordre pour pouvoir tirer profit de ce principe. Ainsi, on va dans un premier temps calculer la fonctionnelle S de Q plus delta Q. Donc on va remplacer dans l'expression intégrale TI jusqu'à TF de LQ plus delta Q et Q point plus delta Q point T dt. À ce niveau, on va développer au premier ordre cette fonctionnelle. Donc on va avoir l'intégrale de LQ point T plus d rond L sur d rond Q delta Q plus d rond L sur d rond Q point delta Q point dt.
Donc, si on va répartir maintenant l'intégrale de ces deux expressions, donc on va avoir dans un premier temps l'intégrale de LQ point T, qui n'est autre que S de Q. Par la suite, il va nous rester ce terme-là et celui-ci. Donc, on va avoir l'intégrale de TITF de d rond L sur d rond Q delta Q dt. Et ici, on va avoir l'intégrale de TI jusqu'à TF de d rond L sur d rond Q point delta Q point. Il faut noter que delta Q point, il est égal à d sur dt de delta Q. Donc, en remplaçant dans cette expression, on peut développer davantage cette deuxième intégrale, en notant que celle-ci, elle provient de la différence d sur dt d rond L sur dq point delta Q moins d sur dt d rond L sur dq point delta Q. Donc, c'est une astuce. Donc, il faut calculer dans un premier temps la dérivée par rapport au temps de dl sur dq point delta Q et puis retrancher cette quantité pour retrouver celle-ci. D'accord? Donc, on a ainsi simplifié les différentes intégrales pour pouvoir déduire à la fin que l'action évaluée au niveau de la trajectoire perturbée Q plus delta Q, elle est égale à l'action évaluée au niveau de Q, plus l'intégrale de TITF. Regardez ici cette expression qui normalement vous rappelle les équations de Lagrange. Donc d rond L sur dq moins d sur dt d rond L sur dq point, scalaire delta Q dt, plus l'intégrale, plus cette quantité d rond L dq point d delta Q, donc qui provient de l'intégration de cette quantité-là. Donc on va la ressortir de l'intégrale, on enlève la dérivée, évaluer entre les deux valeurs TI et TF, mais on sait très bien que TI, au niveau de TI et TF, les deux configurations extrêmes ne sont pas perturbées. D'accord? Ce qui fait qu'on va trouver cette intégrale elle est nulle. En effet, le principe de la moindre action stipule que tous les mouvements considérés ont tous la même valeur de la trajectoire Q de T au niveau de T est égal à TI et T est égal à TF. Donc la variation delta Q, elle va s'annuler au niveau de ces points extrêmes et on va donc avoir delta QTI et delta QTI et delta QTF donc doit être égal à 0 et donc ce terme va disparaître. Donc en définitive, on va dire que la variation de l'action entre les deux trajectoires perturbée la trajectoire initiale va se limiter à cette intégrale. Ceci doit être valable quelle que soit la perturbation delta Q, d'accord, qui a été donc créée initialement. Et donc, ceci n'est possible que si on a ce qui est entre accolades égal à 0. D'où les équations de Lagrange qu'on doit avoir vérifiées à tout instant. Donc, d sur dt, d rond L sur dq point, qq point t moins d rond L sur dq qui est dépendant de qq point t égale à 0. Alors, on dira, comme règle générale, dans le cas de force conservative, il y a une équivalence entre les équations de Lagrange et l'extrémalité de l'action. Ça peut être donc un maximum ou un minimum de l'action. Et donc parmi toutes les trajectoires joignant Q initial à Q final, le système matériel va exécuter la trajectoire rendant l'action S de Q extrémale entre TI et TF. On va passer maintenant aux différentes expressions des équations de Lagrange. Pour cela, considérons un système matériel à un degré de liberté
décrit par m coordonnées généralisées, Q1, Q2 jusqu'à Qm. Les expressions des équations de Lagrange vont s'écrire de différentes manières, suivant que les paramètres QI du mouvement sont indépendants ou dépendants des liaisons holonomes ou non holonomes présentes. On utilisera pour cela la notation ou les notations suivantes. EC désignera l'énergie cinétique du système, EP son énergie potentielle, grand L est le Lagrangien du système qui vaut EC moins EP, et grand QI représente la force généralisée associée aux paramètres de configuration QI. Rappelons que QI est le coefficient de delta QI, donc le déplacement virtuel delta QI, dont la somme des travaux virtuels de toutes les forces données, qu'elles soient conservatives ou non conservatives, dans tout déplacement virtuel compatible avec les liaisons présentes dans le système. Le premier cas qu'on va considérer, c'est le cas où les paramètres QI sont indépendants. On dira que si le mouvement est à n degrés de liberté, les n paramètres Q1, Q2, Qm sont donc indépendants, ce qui fait qu'on a n est égal à m. Donc on a autant de coordonnées généralisées que de degrés de liberté. Alors, on doit avoir une équation de Lagrange du mouvement qui sont de la forme d sur dt, d rond EC sur d rond Q point I, moins d rond EC sur d rond QI, qui est égal à grand QI pour I allant de 1 jusqu'à m. En présence de forces conservatives qui dérivent d'une énergie potentielle EP, comme les forces de gravitation par exemple, ou les forces générées par des ressorts, les équations de Lagrange peuvent être réaménagées et réécrites en fonction de la fonctionnelle grand L de Lagrange, qui vaut EC moins EP. Pour cela, il suffit d'isoler dans l'expression de QI les forces dérivant de l'énergie potentielle EP. Alors, on va introduire QI potentiel, donc c'est la IM force qui dérive d'un potentiel. Donc on va écrire que QI bar va valoir grand QI moins QI potentiel. D'accord? Alors, comme QI potentiel, elle est supposée dérivant d'une énergie potentielle, donc on va l'écrire égal à moins EP sur d rond QI. À cet effet, les équations de Lagrange deviennent sous la forme suivante, d sur dt, d rond L sur d rond Q point I, moins d rond L sur d rond QI, qui est égal à QI bar pour I allant de 1 jusqu'à n. Donc, les QI bar représentent les forces généralisées du système autres que les forces dérivant de forces de potentiel. On va passer maintenant au cas où on a les paramètres de configuration QI dépendants à travers des liaisons holonomes. Alors, si le mouvement est à 1 degré de liberté, les m paramètres de configuration Q1, Q2 jusqu'à Qm utilisés pour décrire l'état du système sont liés par K relation de la forme suivante. Gj dépendant de Q1 jusqu'à Qm et du temps égal à 0 avec J allant de 1 jusqu'à K. Donc K, il est égal à M. Donc M, c'est le nombre de paramètres utilisés pour décrire l'état du système. Et N, c'est le nombre de degrés de liberté du système.
Donc, ce type de contrainte est appelé liaison holonome, qui dénote l'existence de dépendance entre les m paramètres géométriques utilisés pour décrire l'état du système. Dans ce cas de figure, il y a m équations de Lagrange décrivant le mouvement du système matériel et qui s'écrivent avec k multiplicateur de Lagrange noté lambda j. À cet effet, les équations de mouvement seront présentées comme suit. D sur dt de d rond EC sur dq.i moins d rond EC sur dqi est égal à grand QI, donc les forces généralisées, plus la somme des lambda j d rond gj sur d rond QI, cela pour i allant de 1 jusqu'à m avec j variant de 1 jusqu'à k. D'accord? Donc, on a associé pour chaque contrainte holonome ou chaque liaison holonome GJ, on lui a associé un multiplicateur de Lagrange. Autant de multiplicateurs que de contraintes holonomes. En présence des forces conservatives, donc dérivant d'un champ de potentiel EP, on peut séparer ces forces conservatives, donc en les enlevant de l'expression des forces généralisées QI, et donc introduire le Lagrangien qui vaut L et qui est la différence entre EC et EP, et donc les équations de mouvement vont s'écrire cette fois-ci sous cette forme-là, donc où on a tout simplement remplacé ici EC par L et QI par QI bar. Pour illustrer la mise en œuvre de ces équations de Lagrange en présence des contraintes holonomes, je vous propose l'exemple ci-contre. Il s'agit d'un système matériel constitué d'une barre AB de masse négligeable attachée au point A par un ressort de raideur K, et de l'autre côté, on lui a attaché une masse ponctuelle de masse petit m. Donc le système se trouve dans une configuration initiale correspondant au cas où le ressort n'est pas tendu, donc la barre elle se trouve dans une position horizontale. Donc ceci constitue la configuration initiale. À cet instant-là, on lâche la masse, ce qui fait qu'elle va tirer le point B vers le bas, tandis que le ressort, il va essayer de retirer le système. Donc, il est demandé de décrire le mouvement transitoire de ce dispositif mécanique qui est certainement caractérisé par des oscillations. Donc, ils vont caractériser le mouvement de chute de la masse. Donc, quand elle va chuter en absence de frottement, donc elle va osciller autour de une position d'équilibre. Alors, pour décrire la configuration de ce système, on va utiliser un paramétrage surabondant caractérisé par les paramètres x, y et θ. Donc, on a la première variable généralisée Q1 est égale à x, qui dénote la valeur du déplacement du point A le long de cet axe X ici. Q2, ça dénote le déplacement vertical du point d'attache de la masse M. D'accord? Donc, c'est la valeur Y. Et puis, on a introduit le paramètre θ qu'on voit ici, qui est normalement qui lie normalement la valeur y à x. Donc, parce que le déplacement x va définir de combien la masse, ou plutôt le point d'accrochage B de la masse va descendre selon l'axe y qui est donné vers le bas. Donc, les paramètres
Q1, Q2, Q3 ou X, Y, θ sont liés par ces deux contraintes géométriques ou holonomes qui sont de la forme GJ, Q1 jusqu'à Qm est égal à 0. Donc, en effet, X qui dénote l'élongation du ressort, elle est égale à L facteur de 1 moins cosinus θ. Ceci provient du fait que, initialement, la barre se trouve dans une position horizontale. Donc, on a les deux points A et B sur l'axe des X avec une distance initiale grande L. Quand on a une descente de Y ici, donc d'une quantité L sinus θ, de ce côté-là, on s'est déplacé de L moins cosinus θ. Donc, on a projeté L ici, donc ça va nous donner la distance L cosinus θ. Donc, la différence entre la longueur initiale et la longueur finale va nous donner la position instantanée X. Donc, Y s'obtient simplement par la projection de cette longueur-là sur l'axe des ordonnées Y. Alors, on va définir G1 et G2 comme étant donc X moins L facteur de 1 moins cosinus θ, ça doit être égal à 0, et G2 est égal à Y moins L sinus θ égal à 0. Donc là, j'attire votre attention que les contraintes doivent être mises sous la forme GJ est égal à 0. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait la soustraction du membre de gauche par rapport au membre de droite. D'accord? Donc, une fois qu'on a déterminé les contraintes holonomes imposées au comportement des systèmes, on peut calculer les dérivées partielles de chacune des contraintes par rapport aux variables généralisées ou aux coordonnées généralisées. Donc, on a Q1, Q2, Q3, donc on a M est égal à 3. D'accord? Donc, on a la possibilité de calculer les dérivées partielles de chacune des contraintes par rapport aux variables considérées. Elles sont données ici. Donc, on a fini avec ce terme-là. On passe au premier membre ou à celui-là. Donc, l'essentiel, on doit maintenant calculer l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Ainsi, on va déduire le Lagrangien. À noter qu'il n'y a pas de force donnée autre que celle dérivant d'un potentiel. Et là, on a à la fois une masse donc soumise dans un champ de gravitation. Donc, on a l'effet de la pesanteur. Et là, on a les forces dues au ressort qui dérivent également d'un potentiel. Donc, on va écrire tout simplement que l'énergie cinétique caractérisant le mouvement de la masse, donc verticale, elle est égale à 1 demi my point au carré, tandis que l'énergie potentielle, elle est caractérisée d'un côté de la contribution de ressort, qui est égale à 1 demi kx au carré, et la contribution du poids. Si on considère que la référence de l'énergie, c'est cet axe-là, d'accord? Donc, ça, Y est égal à 0 correspond à EP égal à 0 pour la gravité. Donc, on va avoir une valeur négative pour une éventuelle baisse du point d'accrochage B. Donc, au total, EP est égal à 1 demi kx au carré moins mgy. Donc, le Lagrangien va être égal à EC moins EP, ce qui nous permet de développer les équations de Lagrange facilement, d'accord, ayant l'expression du Lagrangien ci-contre. Donc, attention, le Lagrangien, dans un premier temps, on l'a écrit en utilisant les variables y, x, d'accord. Donc, il est possible de développer les équations selon la forme qu'on a donnée ici. Donc, on n'a pas besoin de calculer le Lagrangien en fonction uniquement de θ. D'accord? Donc, on va utiliser uniquement cette équation qui est normalement, elle va nous servir pour obtenir les équations de mouvement. Alors, en remplaçant dans ce système d'équations, on a systématiquement m équations.
Donc, on a un paramètre qui est égal à 3. Donc, on a x, y et θ. Donc, on doit avoir 3 équations. On les a ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? La première équation correspondante à la variable x va nous donner kx moins lambda 1 est égal à 0. La deuxième équation correspondant à y va nous donner donc my seconde moins mg moins lambda 2 est égal à 0. Et enfin, la dernière qui correspond à θ, elle va nous donner lambda L sinus θ plus lambda 2 L cosinus θ est égal à 0. Donc, à partir de ces 3 équations qui sont obtenues par application des équations de Lagrange, on peut les manipuler pour trouver l'équation de mouvement effective. Donc, le système, il est au fait à un seul degré de liberté. Il suffit d'utiliser θ pour le caractériser. Donc, comment on va éliminer les multiplicateurs de Lagrange qu'on vient de trouver? Alors, à partir de la première équation, on peut dire que lambda 1 est égal à kx. Par la suite, on va utiliser cette équation. Donc, ce résultat, on va le remplacer ici. Donc, on va remplacer par lambda est égal à kx, ce qui nous permet de retrouver lambda 2. Donc, on a ainsi les expressions de lambda 1, d'accord, qui vaut donc kl fois facteur de 1 moins cosinus θ. Et on peut éliminer davantage le cosinus θ en l'exprimant en fonction de y. Donc, on a la dépendance géométrique, donc le 1 moins cosinus θ, il va être égal à la racine de 1 moins y sur L au carré. Donc, on a un triangle rectangle ici qui nous permet d'élaborer cette relation. Par la suite, lambda 2 s'obtient simplement par le remplacement ici de l'expression qu'on a trouvée de lambda 1. Elle va nous donner cette expression. Donc, on a aussi bien lambda 1 et lambda 2 en fonction des deux paramètres, de l'unique paramètre y. Alors, en remplaçant ici, on a trouvé une équation différentielle. Donc, on revient à l'équation 2. Donc, on remplace par l'expression de lambda 2. On a trouvé my seconde moins mg plus ky facteur de cette quantité-là est égal à 0. Donc, cette équation différentielle du second ordre exprimée uniquement en fonction de la variable y dénote que on a un mouvement à un seul degré de liberté, décrit ici en fonction de la coordonnée y. Le même résultat peut être obtenu en utilisant le paramètre θ, et donc on peut par exemple utiliser le Lagrangien exprimé uniquement en fonction de θ et revenir au premier cas qu'on a présenté dans la précédente diapo où on a dit que l'équation de mouvement d'un système matériel où on a n paramètres généralisés indépendants. Dans ce cas-là, donc, si on prend n est égal à 1 et l'unique paramètre de coordonnées généralisées décrivant le système étant θ, donc on peut retrouver l'équation de mouvement directement en disant d sur dt, d rond de L sur dθ point moins dL sur dθ est égal tout simplement à 0 et on va retrouver une équation équivalente à celle qu'on vient de trouver en termes de y. Donc ceci illustre la mise en œuvre des équations de mouvement de Lagrange en présence de contraintes holonomes.